Me voilà encore pour ceux qui m'ont déjà vu hier. Aujourd'hui, je vais traiter de la question des troubles spécifiques de l'apprentissage chez les enfants. Alors, je me suis rendu compte que si j'avais envie d'en faire un exposé un petit peu large, j'étais obligée de vous donner beaucoup d'informations. Du coup, je m'excuse par avance parce que mes diapos sont peut-être un peu chargés, mais l'idée, c'est pas de les regarder toutes dans le détail, mais plutôt que vous puissiez... de toute façon, mon support est à disposition, donc voilà, vous n'hésitez pas à en faire la demande, que vous puissiez avoir les informations. Voilà. Alors, les troubles spécifiques de l'apprentissage, la définition, c'est que ce sont des troubles cognitifs qui sont spécifiques et qui vont affecter les apprentissages précoces au niveau du langage, au niveau de la gestuelle, ou directement les apprentissages scolaires, c'est-à-dire tous les apprentissages qu'on va avoir de la langue, du calcul, etc. Ils apparaissent donc au cours du développement de l'enfant, soit on s'en rend compte au moment de l'école, soit on va s'en rendre compte quand ils sont plus petits, et surtout ce sont des troubles qui persistent à l'âge adulte. Ce sont des troubles cognitifs, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un problème de câblage au niveau, c'est comme si c'était un problème de câblage au niveau neuronal. Ça a des répercussions sur la vie scolaire, ça a donc des répercussions aussi sur la vie professionnelle et sociale, et ça peut provoquer un déséquilibre psycho-affectif, surtout quand ce n'est pas identifié. Donc ce n'est pas de manière directe qu'ils vont provoquer un trouble psychosocial, c'est plutôt parce que le diagnostic n'est pas fait et que du coup on va avoir des personnes qui ont une estime d'elles-mêmes qui s'abîme. Donc finalement, le fait de pouvoir le repérer, le fait de pouvoir le dépister, le fait de pouvoir le diagnostiquer et d'accompagner l'enfant par rapport à ces problèmes-là est fondamental. Alors, pour information, c'est difficile d'avoir des informations précises concernant le nombre de personnes qui sont touchées par les troubles d'apprentissage. Plus particulièrement, on les appellera les DIS, D-Y-S, peut-être c'est un terme que vous avez déjà entendu. Pourquoi 10 ? C'est le raccourci de dysfonctionnement. On estime entre 5 et 15% de la population mondiale, mais c'est bien difficile d'avoir des chiffres précis. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble passager, ce n'est pas quelque chose dont on guérit, c'est un cerveau qui fonctionne différemment. Et même quand on va chercher à accompagner l'enfant, à rééduquer l'enfant, le cerveau il continue à fonctionner différemment. Donc en fait, on va chercher à pallier, on va chercher à trouver des stratégies de compensation, mais on n'est pas en train de chercher à faire en sorte que ce cerveau fonctionne normalement, puisque par essence, il fonctionne différemment. Ce sont des troubles qui vont toucher toutes les catégories sociales et toutes les nationalités. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien évidemment, par contre, la manière dont on va prendre en charge l'enfant va influer fortement sur la manière dont il va pouvoir faire avec ces troubles cognitifs. Alors, il y a différentes catégories jusqu'à maintenant donc, qui ont été classifiées. Donc, la première, c'est la dyslexie. Ça, c'est quelque chose dont on entend parler depuis longtemps. C'est probablement un des premiers troubles qui a pu être étudié, analysé. On le couple avec la dysorthographie. Alors, j'ai essayé de faire des recherches pour savoir s'il y avait des spécificités par rapport à la langue française et si les spécificités de la langue française, c'est-à-dire du mot tel qu'il est construit dans la langue française, est-ce que ça diffère dans les autres langues et notamment quand il y a des alphabets différents. Et je vous avoue que j'ai cherché et que je n'ai pas trouvé. Donc s'il y en a parmi vous qui ont des informations sur est-ce qu'il y a des spécificités de la dyslexie, est-ce que ça diffère qu'on soit sur un alphabet ou un autre, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresserait beaucoup. Le deuxième trouble qu'on va passer en revue, c'est la dysphasie, qui va toucher plus la phase du langage, la dyscalculie, tout ce qui concerne les chiffres, la dyspraxie, avec les gestes, et puis les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, sachant que dans tous ces différents dysfonctionnements, souvent on va les retrouver couplés. C'est quelque chose qu'on va voir. Alors, pour commencer par la dyslexie-dysorthographie, donc il s'agit d'une altération spécifique et significative de la lecture et ou de la production d'écrits et de l'orthographe. Donc la dyslexie, c'est tout ce qui va concerner plus la lecture, c'est ce qui est en lien avec... la dyslexie, c'est vraiment la difficulté qu'il y a à associer un symbole
à un phonème, c'est-à-dire au son qu'il produit. Les troubles apparaissent dès les premiers moments de l'apprentissage sous la forme d'une difficulté à maîtriser le stade dit alphabétique de l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire que c'est un trouble qui va arriver assez rapidement et on va voir différents types de dyslexie. C'est-à-dire que par exemple dans la langue française, il peut y avoir une confusion entre le B, le D, ou entre le P, le Q, ou entre le O, le Q. C'est-à-dire qu'il y a des formes qui vont être assez similaires, assez en miroir. Et on va se rendre compte que l'enfant, il met beaucoup d'énergie à essayer de faire le lien entre le symbole qu'il voit et le son qui lui est associé. Donc en fait, au départ, c'est la difficulté à faire le lien entre l'alphabet et le son, et puis après, on va voir que ça va se transformer en une difficulté à mémoriser la forme visuelle des mots et à les reconnaître globalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on apprend à lire, au départ, on déchiffre. En général, on a le doigt, puis on déchiffre comme ça, lettre par lettre. Puis à un moment donné, notre cerveau, il va intégrer des mots avec une forme globale. Si vous avez le mot, par exemple, altération, qui est au-dessus, si c'est un mot que vous avez déjà connu, vous l'avez photographié, vous l'avez reconnu, vous n'êtes pas obligé de le déchiffrer. Vous ne déchiffrez les mots qu'à partir du moment où vous ne les connaissez pas encore. Et donc les enfants, alors qu'ils connaissent parfaitement le mot, ils ne vont pas arriver à retrouver le mot dans sa globalité. Il sera obligé de continuer à le déchiffrer. Et évidemment, comme tous les troubles cognitifs, ça va être extrêmement variable. Le déficit, il est d'intensité variable selon les individus. Donc il y a des personnes qui sont légèrement dyslexiques, il y a des personnes qui sont très lourdement dyslexiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de handicap cognitif. Non pas pour réduire l'enfant au statut d'handicapé, mais plutôt pour dire c'est quand même important de reconnaître à quel point ce trouble-là, il peut être handicapant dans l'apprentissage et dans la vie de tous les jours de fait. Alors, je vous ai mis à chaque fois un peu des listings de manifestations. Donc, on va retrouver des difficultés pour, comme je vous disais, identifier les mots, des difficultés pour lire sans erreur, lire d'une manière fluide. On voit que la lecture n'arrive pas. On a du mal à découper les mots dans la phrase. La lecture, elle reste très lente. Quand il a fini de lire, quand on lui dit « mais qu'est-ce que tu as compris de ce que tu as lu ?» il ne comprend pas grand-chose. Il faut voir qu'il a mis toute son énergie à essayer de déchiffrer. C'est comme quand on apprend à lire, on a réussi à lire tout le texte, puis qu'on ne sait pas ce qu'on a lu, puisqu'on a mis tout notre effort à déchiffrer. L'écriture va être lente et difficile, et puis on va avoir des fautes d'orthographe, et surtout il va y avoir une grande fatigabilité. C'est-à-dire, c'est les troubles cognitifs, les troubles de l'apprentissage, ils ont un côté extrêmement injuste, c'est que l'enfant va mettre énormément de temps et d'énergie, beaucoup plus que d'autres enfants, pour un résultat qui sera toujours moins bon. Donc il y met 2 fois plus d'énergie, le résultat est 2 fois moins bon, et donc on a des enfants qui se fatiguent et qui se fatiguent. Alors il y a des répercussions, bien évidemment. Les répercussions qui sont assez simples à comprendre, c'est que vous allez avoir des cahiers scolaires qui sont tenus comme ils peuvent, parce qu'ils passent leur temps à barrer, raturer, rechanger. On va avoir des difficultés dans la lecture et dans l'écriture. On a des gamins qui n'ont pas envie de lire, qui n'ont pas envie d'écrire. Forcément, ça leur coûte beaucoup. On va avoir des difficultés d'apprentissage dans beaucoup de matières, en tout cas tous ceux pour lesquels il faut avoir recours à la lecture et l'écriture, et on va dire que c'est quand même un grand nombre d'entre eux. On a des problèmes de compréhension, on a des résultats scolaires qui sont faibles alors qu'on voit l'enfant qui travaille et qui travaille, une scolarité qui va être plus difficile, et puis ça va avoir aussi des répercussions un peu plus tard. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, arriver à être à l'aise dans une situation qui nécessite la lecture et l'écriture, ça va être compliqué. Et puis, on va avoir des répercussions sur le plan psychologique, de la fragilisation et une estime de soi qui diminue. Il faut bien se rendre compte que l'être humain, quand il fournit un gros effort, il s'attend derrière à avoir un gros résultat. En fait, c'est comme ça qu'on est construit. On fait la gratuité dans l'énergie, ça n'existe pas. Donc on peut éventuellement se satisfaire d'avoir fait un gros travail qui n'a pas du tout donné le résultat qu'on attendait une fois, 2 fois. À la 4e fois, on finit par dire c'est bon, je ne veux pas non plus m'acharner pour rien. Mais comme c'est des enfants qui de toute façon sont dans un système où il faut bien continuer, il y a un moment donné, psychologiquement parlant, ça devient épuisant. Et puis on a une estime de soi qui diminue parce que quand on est toujours celui qui ne réussit pas, il suffit en plus qu'on ne soit pas aidé, qu'on ne soit pas diagnostiqué, et du coup,
les parents, ils font comme ils peuvent, mais s'ils éduquent en critiquant, ça va être aussi un petit peu compliqué. Si on a des professeurs qui ne sont pas un peu bienveillants par rapport à ça, surtout qu'on peut vite taxer l'enfant de paresseux ou qui ne travaille pas suffisamment. Et ce n'est pas du tout ça le problème, en fait. Alors quand même, ça a l'air un peu catastrophique, n'est-ce pas, notre tableau? N'empêche que vous avez là 5 personnes qui sont dyslexiques. Le premier, c'est Walt Disney. Le deuxième, c'est Thomas Edison, qui a fait des travaux très importants dans le domaine de l'électricité. Vous avez ensuite, tout à droite, Léonard de Vinci. En bas à gauche, Einstein. Et au milieu, Steven Spielberg. Donc, c'est simplement pour vous dire, on peut être dyslexique, ce n'est pas un problème d'intelligence globale. C'est un problème de fonctionnement dans le cerveau. Et très souvent, on va voir des personnes qui vont compenser d'une autre manière. Et on se rend compte, par exemple, qu'on a des enfants qui sont dyslexiques et qui, pour autant, développent une capacité de créativité très importante. On peut avoir des enfants, du coup, qui vont compenser. Donc, ce n'est pas un problème d'intelligence générale. C'est vraiment quelque chose qui est important à retenir, parce que ce qui est trop dommage, c'est quand on a des enfants qui sont très dyslexiques, enfin, qui sont dyslexiques, qui, par ailleurs, sont brillants pour plein d'autres choses, mais qui vont, à force d'avoir l'impression d'être nuls, avoir une estime d'eux-mêmes qui est tellement diminuée, qu'ils n'arriveront même pas à développer leur capacité dans les autres champs dans lesquels ils pourraient exceller. Alors, la dysphasie, maintenant, la dysphasie, c'est un problème dans la capacité à s'exprimer oralement. Alors, ça peut prendre des formes diverses. On va voir soit des paroles qu'on n'arrive pas à comprendre, soit c'est la construction de la phrase qui va pas aller. Et c'est un trouble du langage qui va être important. Et ce qui est quand même un petit peu compliqué, c'est que là, vous voyez, on dit... alors, ça va être toujours le paradoxe des diagnostics pour le 10, c'est que, à la fois, plus on définit tôt que l'enfant est 10 quelque chose, mieux on va pouvoir prendre en compte et du coup suppléer et le plus tôt possible. Le seul problème, c'est qu'on est face à un individu, l'enfant, surtout dans des âges comme ça, qui est en cours de développement. Donc, la question est de savoir, est-ce que c'est un enfant qui est 10 ou c'est un enfant qui est juste dans un retard de développement, parce qu'il a le droit aussi de prendre son temps, hein, on n'est pas tous, on fonctionne pas tous de la même manière. Donc, toute la difficulté, c'est d'arriver à diagnostiquer suffisamment tôt et en même temps, juste d'avoir la simplicité de se dire peut-être que cet enfant il est 10 rien du tout, il est simplement en retard et donc il faut lui laisser le temps qu'il puisse se développer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des troubles qui vont être en lien et évidemment un enfant qui est dysphasique, c'est-à-dire qui a du mal à construire sa phrase, très probablement derrière on va voir une répercussion sur la dyslexie et sur la dysorthographie. D'après les estimations, on a à peu près 2 enfants qui présenteraient ce trouble. Alors, dans la dysphasie, donc ce que je vous disais, dans les manifestations, là vous en avez effectivement quelques-unes, ça va avoir une répercussion sur la production, c'est-à-dire les personnes qui du coup vont parler, et ça peut toucher du coup aussi la compréhension des consignes orales. Alors ça ne concerne pas tous les enfants dysphasiques, mais ça peut concerner certains. Et du coup, dans les répercussions, on va avoir des enfants qui sont dans la difficulté de communication. C'est pas parce qu'ils n'ont pas envie, c'est parce qu'ils sont en difficulté pour. Donc, pour autant, on peut avoir des enfants qui sont dans une vraie appétence à créer de la relation, à être en relation, mais qui peuvent être en difficulté du coup pour dire les choses. Et le risque, c'est qu'à un moment donné, s'il n'a pas en face une attitude un peu bienveillante par rapport aux difficultés, que ce soit de la part des autres enfants ou que ce soit de la part des professeurs ou des adultes qui l'entourent, à un moment donné, il peut diminuer son envie d'être en relation avec les autres parce qu'on se moque de lui ou parce qu'on le reprend à chaque fois. Évidemment, ça va avoir aussi des répercussions sur l'apprentissage, sur l'intégration avec les autres enfants. Ça va provoquer effectivement des risques d'isolement, un problème d'estime de soi et parfois, on va avoir du coup des personnes qui vont renforcer les problèmes de dysphasie par des troubles du comportement.
La dyscalculie, maintenant, c'est une mauvaise perception de tout ce qui va être numérique, donc notamment le sens du nombre. C'est-à-dire qu'on a parfois des enfants qui vont être capables de 1, 2, 3, 4, 5. Après, ça peut être un peu plus compliqué. Puis alors, le concept de groupe de nombres ou de ce genre de choses, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc évidemment, vous voyez bien que s'il y a un problème dans la perception du nombre, ça va avoir forcément des répercussions sur tout ce qui est mathématique. On peut avoir effectivement aussi du coup des difficultés de mémorisation, d'apprentissage par rapport à tout ce qui est table de multiplication. Alors table de multiplication, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, moi j'ai quand même un souvenir assez cuisant de devoir répéter les tables de multiplication dans un sens, dans l'autre. J'ai pas de problème de dyscalculie, donc on ne peut pas baser un diagnostic de dyscalculie, bien évidemment, sur des problèmes d'apprentissage des tables de multiplication. Maintenant, forcément, ça va avoir ça comme conséquence. Alors, juste un petit mot pour dire que, mais on ne va pas faire un cours de ça parce que j'aurais trop peur de ne pas être suffisamment précise, mais il faut bien se rendre compte que quand on dit des troubles cognitifs spécifiques, c'est qu'en fait, chaque trouble d'apprentissage va être en lien avec un fonctionnement particulier au niveau du cerveau. Et donc là, la dyscalculie, elle a été associée à des anomalies de la région pariétale inférieure gauche, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils arrivent à identifier. Et quand ils font des IRM, par exemple, aux enfants ou aux adultes, qui présentent un trouble 10, ils vont se rendre compte qu'à l'imagerie, on va voir effectivement des modifications par rapport à un mode de fonctionnement de cerveau classique. Alors la dyscalculie, je vous ai mis le listing des manifestations. Le but, c'est pas de vous envahir avec ça. Évidemment, encore une fois, vous pourrez avoir le support. Et puis, il va y avoir des répercussions. Alors les répercussions, elles sont aussi embêtantes dans la vie de tous les jours, tout simplement parce que, exemple, on est bien obligé de savoir un peu calculer pour gérer un budget. Au niveau des apprentissages, évidemment, tout ce qui est arithmétique, mathématique va se baser sur les nombres. Donc à chaque fois qu'on va avoir à manipuler des nombres, ça va être des personnes qui vont être en difficulté. Et du coup, qui peuvent être fragilisées aussi. La dyspraxie maintenant, alors la dyspraxie, c'est tout ce qui va être une difficulté par rapport au geste, anticiper un geste, programmer le geste, coordonner le geste. Et il y a plein de gestes automatiques que nous, on a mémorisés, pour lesquels, en fait, on ne réfléchit plus, qui va continuer à leur demander beaucoup d'efforts. Donc, typiquement, si on prend le cas de la dysgraphie, donc la dysgraphie, c'est la dyspraxie qui va être spécifique à l'écriture, a priori, ceux qui ne sont pas dysgraphiques, si par exemple vous êtes en train de prendre des notes par rapport à ce que je suis en train de dire, il est probable que vous soyez en train d'écrire d'une manière assez automatique. Quelqu'un qui présente une dysgraphie va être obligé de mettre beaucoup d'attention pour former les lettres. C'est-à-dire qu'il ne peut absolument pas être en train de m'écouter en même temps qu'il est en train de prendre des notes. On va aussi avoir, par exemple, dans la dyspraxie, des gestes qui peuvent paraître assez évidents. C'est-à-dire vous lancez un ballon à un enfant, et en fait, l'anticipation de le ballon arrive, et quand le ballon va arriver vers moi, je vais resserrer mes mains pour pouvoir l'attraper, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc on va avoir, on lance un ballon à un gamin qui a 10 ans, et soit il referme les mains beaucoup trop tôt, soit il se prend le ballon dans la figure. Il y a vraiment quelque chose en lien avec des gestes qui pourraient nous sembler évidents, et donc c'est des enfants qu'on va souvent taxer de maladroits, de maladroits ou de distraits. Donc on a essayé de chiffrer un petit peu et on va avoir effectivement à peu près 5 à 7%. Alors je suis toujours un petit peu mal à l'aise avec les chiffres, j'ai essayé de trouver ceux qui étaient les plus précis possibles. Je suis toujours un petit peu mal à l'aise parce qu'en fait on se rend compte que c'est vraiment des troubles qui commencent à être diagnostiqués et du coup on a des chiffres mais on n'est quand même pas bien sûr que ce soit des chiffres très fiables. La dyspraxie, elle est souvent associée à des anomalies de la perception visuospatiale et des troubles d'organisation du regard qui vont perturber l'appréhension de l'environnement par l'enfant. Donc ça, c'est simplement pour dire, encore une fois, ce n'est pas un problème de l'enfant qui est distrait ou l'enfant qui est maladroit ou l'enfant qui ne fait pas attention. On observe qu'il y a vraiment une base sur le plan neurologique qui est défaillante.
Donc vous allez avoir voilà, des manifestations particulières. Donc c'est des enfants même qui sont en difficulté pour s'habiller. Enfiler le bras dans la manche, les boutons, je vous en cause même pas, les lacets, on n'en parle même pas. Faire le puzzle, faire son cartable, tout ce qui est manipulation de la vie quotidienne, c'est des enfants qui vont essayer de boire, ils vont en mettre partout. Donc, même l'intégration de gestes symboliques, quoi. C'est-à-dire rien que le au revoir comme ça, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour eux d'intégrer. Et puis, donc dans les répercussions, évidemment, on voit un manque d'autonomie dans la vie quotidienne. Et ça c'est aussi quelque chose où c'est pas toujours évident parce que, par exemple, pour la maman, elle voit que son enfant, il n'arrive pas à s'habiller, donc elle va l'aider. Puis à un moment donné, on va lui dire, mais attendez, vous trouvez ça normal d'être encore en train d'habiller votre gamin alors qu'il a 6 ans ? Ah, d'accord, donc je vais arrêter d'habiller mon enfant parce qu'il a 6 ans. Sauf qu'enfant, il continue à être en difficulté pour s'habiller. Donc le matin, on a quand même des horaires, il faut se dépêcher, il faut aller à l'école, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc c'est en plus un peu compliqué parce qu'on peut avoir on peut dire oui, bah forcément il ne sait pas faire, la maman est tout le temps derrière, mais des fois la maman ou le papa, il fait parce qu'il observe que l'enfant ne peut pas. Donc il ne le fait pas pour l'empêcher de grandir, il le fait parce qu'il est en difficulté pour faire les gestes. Il va y avoir voilà, une scolarité qui va être rendue difficile, etc. Et puis, encore une fois, on va avoir un impact sur l'estime de soi. Il faut se rendre compte que pour un enfant, entendre en fait, ta difficulté, elle vient de tel problème, c'est parce que ton cerveau, il fonctionne différemment. Parfois, on se dit, oh là là, ça va être terrible parce qu'on va le taxer d'handicapé, il vaut mieux qu'il ne le sache pas, alors qu'en fait, c'est beaucoup plus soulageant pour un enfant de se dire, ah, d'accord, ok, en fait, mon cerveau, il fonctionne différemment par rapport aux autres, c'est pour ça que je suis en difficulté. C'est pas parce que je suis bête, c'est pas parce que j'y arrive pas, c'est pas parce que j'écoute pas, c'est juste parce que mon cerveau, il va fonctionner autrement. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc là on va avoir des problèmes de concentration et très souvent quand il y a un trouble 10, on va avoir les troubles de l'attention qui vont y être associés. Alors ça porte sur les fonctions attentionnelles et exécutives et en fait elles concernent l'attention soutenue, l'attention précise vers quelque chose de particulier, la précision et puis on va avoir aussi des difficultés à gérer l'impulsivité. Donc c'est des enfants, surtout quand il y a de l'hyperactivité, c'est des enfants qui vont, tout d'un coup ils ont une idée et puis hop, ils vont y aller. Je prends l'exemple par exemple d'un enfant qui a des troubles de l'attention avec hyperactivité que je suis au cabinet. Il est à l'école, il a 6 ans, ils envoient le ballon sur le toit de l'école, il se débrouille pour aller sur le toit de l'école pour le récupérer. Donc évidemment, ça fait crier au scandale tout le monde, mais lui, il était dans un espèce de, bon, ben voilà, il y a un problème, je vais le régler, et il ne mesure pas la difficulté, ou en tout cas, il ne mesure pas les conséquences que ça peut avoir pour lui. Les troubles de l'attention, ils sont permanents, ils vont apparaître déjà avant l'âge de la scolarité, et ils vont très souvent être associés à d'autres troubles du comportement. Donc c'est des enfants qu'on va voir parfois très anxieux ou dans l'opposition. Et c'est des enfants qui vont être effectivement très fatigables. Donc dans les manifestations, c'est des enfants qui ont des tendances spontanées à avoir une activité désorganisée, inappropriée. Ils vont être très distractibles. C'est des enfants, en fait, dans les classes spécifiques pour les enfants qui ont des troubles de l'attention, où on rentre, on a l'impression d'être dans une cellule de prison, en fait. Les murs sont blancs, très souvent les volets sont tirés, et ils ont éventuellement un casque sur les oreilles s'ils travaillent sur un ordinateur, parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne leur donner aucune distraction, parce qu'ils ont un déficit dans la capacité à focaliser leur attention sur quelque chose de particulier. Donc c'est vrai qu'au départ, on peut se dire, ça fait quand même pas très attrayant, leur salle de classe, mais en fait, c'est ce dont ils ont besoin pour ne pas être distraits en permanence. Voilà, et puis difficulté à réguler son impulsivité dans les échanges sociaux. On a parfois des enfants qui vont être dans une forme de agressivité ou qui vont dire les choses aussi. Ça, c'est assez intéressant. Ils ont une capacité à dire. Alors, les enfants, en général, sont assez honnêtes, mais alors eux, ils sont tout à fait capables de dire à l'adulte en face exactement ce qu'ils pensent, et en général, ils ne tapent pas à côté, en général. Mais l'adulte, en général, n'a pas du tout envie d'entendre ce qui sort. Et dans les répercussions, donc, on a des difficultés de relations interpersonnelles, bien évidemment, avec la famille en premier lieu, parce que c'est des enfants qui ne vont pas accepter d'être soumis à la règle si facilement.
difficulté dans les relations d'autorité, une difficulté forcément de rendement qui va se diminuer puisque l'enfant il a du mal à se concentrer durablement sur une tâche, donc il va être très facilement distractible, il va mettre son énergie ailleurs. Et puis un parcours scolaire évidemment qui va être aussi difficile. Donc comme je vous disais, on a à peu près presque un enfant sur deux qui a un trouble et qui va avoir un autre trouble associé. Donc la dyslexie ou la dyscalculie est fréquemment associée avec des troubles de la coordination motrice ou de l'attention. Bien souvent, à partir du moment où il y a un trouble du langage, il va y avoir aussi un problème pour l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Au niveau du dépistage, bien souvent, on va les repérer au moment où ils rentrent à la maternelle, où ils vont commencer à acquérir les apprentissages. Et comme je vous disais, toute la subtilité, c'est pas non plus de s'alarmer trop vite, parce qu'on peut avoir des enfants qui sont juste un peu en retard. Et donc ça va être important, quand on va poser le diagnostic, de pouvoir faire la différence entre le retard et le dysfonctionnement. Pour ça, en général, quand on a des instituteurs qui sont un petit peu formés, c'est assez intéressant parce qu'ils ne vont pas s'alarmer trop rapidement, mais ils ne vont pas non plus dédramatiser en permanence ou dire non mais ça va bien, ça va bien. Il y a pas mal de gens qui disaient c'est quand même dommage parce que le parent sentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et les professionnels dédramatisaient énormément en lui disant qu'il fallait lui laisser du temps. On lui a tellement bien laissé du temps qu'on l'a mis en difficulté par la suite. Voilà, donc si on a des difficultés qui persistent, c'est évidemment important de faire consulter aux professionnels compétents, sachant qu'un dépistage, ça se fait avec des professionnels particuliers. Donc dans le parcours diagnostique, évidemment, la première chose qu'on va faire, c'est de vérifier que l'enfant il voit et il entend bien. Donc on va déjà commencer par faire un dépistage sur le plan sensoriel. Ensuite, il va y avoir un bilan du langage oral et écrit, un bilan moteur, un bilan logico-mathématique. Donc là, on peut faire appel à des orthophonistes, à des psychomotriciens, à des ergothérapeutes. On va faire une demande de bilan de processus mentaux spécifiques par rapport à l'individu. Donc là, on va voir plutôt des neuropsychologues, des psychologues ou des pédopsychiatres. Dans l'idée d'identifier par tout un tas de tests, plus particulièrement, quels sont les champs dans lesquels l'enfant peut être en difficulté et quels sont les champs dans lesquels il n'est pas en difficulté. Et tout ça, c'est coordonné par un médecin. Ça peut être le médecin scolaire, un neurologue, un neuropédiatre, un généraliste qui va être formé, et c'est le médecin, évidemment, qui pose le diagnostic, et c'est lui, en fait, qui va repérer toutes les différentes informations, c'est lui qui va faire la synthèse de toutes les informations qui auront été récoltées pendant les différents bilans. Bon, donc, on va pas revenir là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est à l'origine de ce qu'on observe dans les difficultés de l'apprentissage chez l'enfant. Et on va aussi chercher automatiquement à regarder est-ce qu'il y a d'autres troubles qui vont être associés. Tant qu'à faire de faire un bilan, on va essayer de le faire le plus exhaustif possible. La prise en charge, il faut bien se rendre compte qu'à ce jour, il n'y a rien de miraculeux qui va être proposé. Comme je vous disais, un cerveau qui fonctionne différemment, il va continuer à fonctionner différemment. Donc l'idée, ça va être plus de permettre de compenser tout ce qui est déficient et d'aider l'enfant en suppléant à certains moments. C'est-à-dire, il y a un moment donné, c'est comme quelqu'un qui ne peut pas marcher, quelqu'un qui est paraplégique, il y a un moment donné, on ne va pas chercher à le rééduquer. Quand on sent que vraiment il n'y a rien sur le plan mécanique qu'on va pouvoir récupérer, par contre, on va peut-être faire en sorte de lui donner un fauteuil roulant. Et on n'attendra pas de lui qu'il se mette à marcher parce qu'on lui a donné un fauteuil roulant. Vous voyez ? Donc pour l'enfant, parfois des enfants qui sont lourdement dyslexiques, on sait que peut-être ça va faire partie des enfants à qui on va rapidement donner un ordinateur pour qu'il ne passe pas toute son énergie à essayer de former l'écriture, mais qu'il puisse donner des réponses dans les autres matières. Ça va nécessiter des aménagements scolaires. Ça, on ne va pas avoir le choix. C'est-à-dire qu'il y a des... Alors, je ne sais pas du tout comment ça se passe en Algérie, mais en France, il y a ce qu'on appelle des PAI, des plans d'apprentissage, des plans d'accompagnement individualisés, où il peut y avoir ce qu'on appelle des auxiliaires de vie, des vie scolaire, voilà, des auxiliaires de vie scolaire, c'est-à-dire des personnes qui vont être à côté de l'enfant pour lui permettre
Par exemple, ne serait-ce qu'on est en mathématiques, on donne la réponse, c'est l'auxiliaire qui va écrire la réponse et pas demander à l'enfant, parce que sinon, non seulement ça le met en difficulté pour les matières langagières, mais aussi ça le met en difficulté pour toutes les autres matières. Donc c'est extrêmement important de favoriser des aménagements et de bien faire comprendre, que ce soit à l'instituteur, aux parents et aux autres enfants, que là, on n'est pas dans le cadre d'un favoritisme. C'est pas, lui, il a le droit parce que voilà, c'est parce qu'il est en difficulté particulière, parce qu'à un endroit, il va avoir besoin d'être suppléé. Ce qu'il faut savoir, c'est c'est vraiment une matière qui est en cours d'exploration. Et les neurosciences, c'est vraiment un champ qui est en pleine explosion à l'heure actuelle. Et ces troubles de l'apprentissage sont vraiment soumis encore à énormément d'études et d'explorations. La dyslexie, c'est le trouble qui a été le plus étudié. On se rend compte qu'il y a une susceptibilité génétique à la dyslexie. On est aussi en train de regarder tout ce qui va être facteurs environnementaux. Alors, les facteurs environnementaux, ça sera notamment aussi par rapport à la prise en charge. C'est bien évident que l'enfant qui a un repérage précoce et qui a un environnement du coup qui se mobilise, qui prend en compte la dyslexie comme un handicap et non pas comme juste un effort à fournir supplémentaire, et qui va rapidement suppléer, on va avoir des enfants qui vont se développer par ailleurs tout à fait normalement sur plein d'autres champs. Et du coup, ce que je vous disais, c'est que de mieux en mieux, on va se rendre compte et on arrive on arrive à identifier quelle est la zone du cerveau qui rentre en ligne de compte par rapport à tel ou tel type de trouble. Voilà, donc tout ça, c'est en cours d'exploration. Voilà, donc en conclusion, c'est vraiment important de faire reconnaître les troubles de l'apprentissage parce que ça va permettre aux enfants et aux adolescents d'avoir des aménagements pour continuer à acquérir les apprentissages scolaires. Et puis, ça permet aussi aux adultes de permettre de s'adapter et de s'ajuster. Il y avait une jeune femme très dyslexique qui avait complètement pris en compte sa problématique et qui a été embauchée dans une agence immobilière, et elle a pu dès le départ expliquer à la DRH en disant écoutez, voilà, moi je suis dyslexique, voilà ce dont je vais avoir besoin pour pouvoir travailler correctement, voilà les aménagements dont j'aurai besoin. Et du coup la DRH a dit écoutez, il n'y a pas de souci, vous avez bien identifié ce dont vous aviez besoin, mais c'est bien évident que ce n'est pas à la DRH de définir ce dont cette jeune femme a besoin. Donc si elle a bien intégré quelle était sa difficulté et qu'est-ce qui allait l'aider pour pouvoir travailler, à ce moment-là, quand on rencontre un employeur, on peut déjà expliciter ce dont on va avoir besoin pour pouvoir travailler correctement. Et bien souvent, on a des personnes qui peuvent être assez tolérantes à ce sujet. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Je pense que vous avez énormément clarifié la situation aux médecins généralistes. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas les dire. Je vais donner la parole à la salle. Vous avez beaucoup de questions. Surtout, je pense, ceux qui exercent au niveau des UDS, je pense. Parce qu'en Algérie, si on devait se remettre dans le contexte, on a un gros problème de dépistage. Parce que nos professionnels ne sont pas suffisamment formés, effectivement. Merci. Effectivement, professeur, effectivement, madame Sophie, c'est un problème de dépistage parce qu'on ne connaît pas l'enfant, on le voit une fois par an et en fait, on travaille en collaboration avec les enseignants. C'est eux qui connaissent mieux ces enfants scolarisés et c'est eux qui nous transmettent les informations sur les troubles qu'ils ont. Mais on travaille également avec les psychologues qui sont là. Vous avez quelque chose à ajouter ? Une petite question. Je voudrais juste... je suis psychologue clinicienne. Donc, je voudrais juste... je ne sais pas ce que vous pouvez me répondre par rapport à l'âge de diagnostic, c'est-à-dire à partir de quel âge, c'est-à-dire on peut, en tant que psychologue clinicien, en tant qu'orthophoniste, de poser notre diagnostic par rapport à la dyslexie. Parce qu'ici en Algérie, c'est-à-dire l'enfant se trouve à l'âge de 5 ans dans la classe préparatoire,
Après, à l'âge de 6 ans, il est en première année primaire. À l'âge de 7 ans et demi, 8 ans. Et d'après ma connaissance, avant l'âge, c'est-à-dire vous avez expliqué tout à l'heure que la scolarité elle est importante par rapport au diagnostic. On aimerait bien savoir à partir de quel âge on peut poser notre diagnostic. Merci. Alors, ça va dépendre du trouble 10 dont on parle. Si on parle de la dyslexie, par exemple, on peut déjà l'observer qu'à partir du moment où il y a l'apprentissage du lien entre le graphème et le phonème, c'est-à-dire entre le mot et puis le son qu'il fait. Maintenant, ce qui est difficile par rapport à votre question, c'est qu'il va y avoir des dyslexies qui sont déjà assez graves, donc qui vont montrer dès le départ, dès que l'enfant commence à lire, une vraie difficulté. Après, il y a des dyslexies qui sont quand même un peu plus légères, qui font que c'est pas forcément au CP qu'on va le voir, ça peut être dans des âges un petit peu plus élevés. Je ne sais pas si c'est à partir d'un certain âge. Il me semble que ça va être plus en lien avec l'observation et ce qui nous semble de l'intensité et de la gravité, sachant que de toute façon, c'est pas un diagnostic qu'on peut faire tout seul, jamais. On peut avoir une suspicion, c'est-à-dire on peut avoir qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille. Ça peut être un enfant qui va passer beaucoup de temps à essayer de lire, qui n'a pas le goût pour ça, qui n'a pas envie. Même j'allais dire le livre qu'on va prendre avec lui le soir pour pouvoir le lire, qu'on lui dit et toi vas-y on le fait ensemble, il n'a pas envie. Je ne parle même pas des devoirs à faire à la maison, je parle même de l'activité, de la lecture, des enfants qui vont être dans l'évitement de ça. Mais c'est vraiment un diagnostic qu'on ne peut jamais faire tout seul. Donc je peux avoir le doute. Mais après, effectivement, il faut vraiment que j'aille voir les collègues. Moi, je sais que quand au cabinet, j'ai une suspicion d'indice quoi que ce soit, je sollicite directement mon collègue qui est neuropsychologue et qui fait des bilans, parce que moi, je ne me sens pas du tout en capacité de faire un diagnostic par rapport à ça. Et même le neuropsychologue, pour l'enfant dont je parlais, qui a monté sur le toit de l'école, quand mon collègue l'a vu, il a dit de toute façon 5 ans, je ne peux pas poser un trouble de déficit de l'attention parce que c'est trop jeune. Je peux pas dire qu'il est hyperactif parce que c'est trop jeune. Parce qu'on sait qu'à cet âge-là, sur la maturité corticale, etc. Donc c'est une question qui est un peu difficile. Je ne sais pas si on peut vraiment fixer comme ça des âges, surtout que la gravité de la situation peut varier d'un enfant à l'autre. Et aussi, c'est des troubles qui sont différents. Ça va être en fonction de, comme vous avez dit, du trouble 10. Par exemple, la dysphasie, c'est le langage. Il est acquis plus tôt. Tandis que la lecture est acquise plus tard, à l'âge de la scolarisation. Donc ça va dépendre du trouble. Mais ce qui est très bien de préciser, c'est que c'est une évaluation qui est pluridisciplinaire. Vous avez le médecin généraliste, le pédiatre, l'orthophoniste, le pédopsychiatre. Donc pour poser vraiment un diagnostic, il faut que ce soit toute une équipe, que ce soit coordonné par, c'est vrai, le médecin, mais il faut avoir les bilans de tous ces professionnels. Mais le challenge chez nous, c'est vraiment le dépistage. Mais je sais que les enseignantes sont vraiment en difficulté parce qu'elles n'ont pas de module dans leur cursus, les enseignantes, pour vraiment dépister ce genre de troubles. Elles devraient, je pense qu'il faudrait intégrer les troubles 10. Ils ont commencé à avoir cette formation, les enseignants. C'était un projet à un moment donné, mais je ne pense pas qu'ils aient commencé. Je pense que les enseignants doivent être formés, mais uniquement pour le dépistage. Il y a un mot-clé qui existe, c'est l'échec scolaire. Il ne faut pas que l'enfant arrive au stade de l'échec scolaire, mais il faut que les enseignants détectent les difficultés, parce qu'il y a les difficultés scolaires et les troubles scolaires. Les difficultés sont momentanées, on peut les corriger. Un enfant qui ne voit pas bien, un enfant qui a des problèmes sociaux. Et je pense qu'un enfant qui a ces problèmes, c'est pas parce que je suis médecin, les psychologues, les psychomotriciens, ils font un travail énorme, plus de 70% dans la prise en charge. Et je pense que pour le diagnostic, ça doit être fait par un médecin. Ça fait même pas 2-3 semaines, l'école qui m'appelle, un enfant qui fait une crise d'agitation. Donc je le vois à 18h, donc en dernier, et finalement il a 11 ans et demi. Tenez-vous bien, je l'examine, une petite mydriase, et bien l'enfant fume des joints à 11 ans et demi. Et il est envoyé comme hyperactif, comme trop. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à éliminer. Et puis, une fois, moi, médecin, je fais le diagnostic, je passe la main au psychologue, psychomotricien, l'orthophoniste. On a plein d'enfants qui n'entendent pas
et ils sont suivis comme des autistes. On a l'autisme virtuel. Ils sont tout le temps en face des écrans et ils ont un comportement autiste. Ils sont diagnostiqués autistes génétiques. Donc c'est la même chose. Donc la dysgraphie, c'est vrai, donc on les voit. Donc des fois c'est très difficile de faire la part entre dyspraxie pure et dysgraphie. Dysgraphie, j'ai un enfant qui prenait la signature de sa maman pour une écriture. Donc pour la dyslexie pour l'arabe, c'est pratiquement la même chose. Moi j'ai beaucoup d'enfants dyslexiques et c'est vrai, le B en arabe c'est le bas, le point au-dessous, de ta 2 points au-dessus, tha 3 points au-dessus, et ils mélangent toutes ces lettres, ils oublient des fois une lettre, ils écrivent à l'inverse, l'image en miroir, ça existe en arabe, donc c'est pratiquement la même chose. Je suis d'accord avec toi. Bon, c'est vrai qu'on a ces mêmes lettres, on a sad, dad, ta. C'est vrai qu'on peut confondre. Mais cependant, c'est vrai qu'on pose le diagnostic, mais on s'appuie sur des bilans faits par des professionnels. Mais ces bilans, le problème, c'est qu'ils ont des outils d'évaluation standardisés qui doivent être validés en fonction des pays. Et donc, le challenge, ce qu'on est en train de faire actuellement, on a déposé un projet de recherche, c'est que nous ayons, que les orthophonistes et psychologues aient des outils d'évaluation orthophoniques, mais validés algériens, parce que c'est pas la même chose. Donc c'est vrai que nous, actuellement, oui, en arabe, mais actuellement, c'est vrai qu'on fait des épreuves de lecture, d'écriture, de calcul, mais c'est pas standardisé pour poser vraiment le bon diagnostic et vraiment avoir les bonnes prévalences. C'est vrai que même vous avez eu du mal avec les chiffres, vous nous disiez, parce que vous n'êtes pas sûr que ces chiffres soient vraiment fiables. Tout à fait. Oui, tout à fait. Comme vous êtes psychologue, donc pour la prise en charge, nous malheureusement on est encore loin, donc on commence à découvrir ces maladies. Donc pour l'éducation inclusive, est-ce que c'est... Et puis pour la remédiation cognitive, c'est-à-dire pour les prises en charge un peu spécialisées, est-ce que vous pouvez nous donner... Parce que je sais que les Canadiens sont très en avance. Ouais. Ils ont même maintenant une spécialité propre à ces maladies, ce qu'on appelle l'orthopédagogie. En France, c'est où ? Alors en France, tout ce que vous avez nommé, c'est quand même moins avancé qu'effectivement au Canada. Maintenant, disons qu'en fait, il y a quelque chose qui est un petit peu des fois paradoxal en France, c'est qu'à la fois, il y a vraiment des gens qui vont œuvrer pour faire de la recherche, avancer, prendre les informations qui ont été, qui arrivent d'ailleurs, j'allais dire, qui arrivent du Canada, etc. Et en même temps, on a un système dans l'éducation nationale qui a du mal à se transformer complètement. Voilà. Donc maintenant, on a quand même des enfants, quand ils sont diagnostiqués et reconnus, il va y avoir une reconnaissance. C'est pour ça que le diagnostic médical, il est indispensable, parce que même dans la reconnaissance après par rapport à l'enfant, il peut y avoir une reconnaissance à la MDPH, à la Maison départementale des personnes handicapées, MD, avec du coup des moyens qui vont être offerts pour permettre à l'enfant d'avoir des aides au quotidien. Donc dans le plan personnalisé pour l'enfant, ils vont avoir des éducateurs spécialisés avec eux pendant la classe. Ils peuvent du coup avoir des aides de financement par rapport à un ordinateur, ils peuvent avoir des aides par rapport à du matériel ergonomique, etc. Donc à la fois il y a un vrai effort pour que l'enfant de manière individuelle puisse être soutenu. Dans les examens, il va y avoir le tiers-temps supplémentaire, etc. Maintenant, dans la rééducation au quotidien, ça va dépendre un peu d'une région à l'autre quand même. Ça va dépendre aussi des moyens qu'il y a sur le terrain, et ça va aussi dépendre des parents et donc à la fois il peut y avoir beaucoup de moyens, et à la fois on se rend compte que tous les enfants n'en bénéficient pas pour X raisons. C'est la même chose pour l'autisme. Oui. La France dépense... Apparemment, la France dépense 4 fois plus que l'Angleterre, et les résultats sont 2 fois moins qu'en Angleterre. C'est vrai. Donc, c'est pas une question de moyens uniquement. Oui, c'est ça. Et alors, du coup, je sais qu'il y a des écoles, il y a quelques écoles spécialisées pour les enfants 10 qui ont été ouvertes. Alors, c'est pour ceux vraiment qui ont les troubles les plus marqués. Même en Algérie. Ouais.
Maintenant, voilà, ça nécessite encore effectivement un peu d'effort, mais en même temps, toutes les nouvelles connaissances, elles s'intègrent progressivement et puis elles se mettent en route progressivement. Ça a été fait au niveau d'Oran, mais le problème, c'est que ça a été des classes qui ont été envahies par des troubles non spécifiques de l'apprentissage, donc associés à d'autres handicaps. Ouais. Donc ça a été encore beaucoup plus terrible pour le faible pourcentage d'enfants réellement 10 qui sont retrouvés avec des personnes avec des déficiences et des autismes. Ouais. Oui. Bonjour, c'est Dr Lamiri de Tiaret. Qu'en est-il de la place de l'auriculothérapie? Elle se fait à base de points d'acupuncture au niveau de l'oreille pour la prise en charge des dyslexiques. Du moment qu'on peut toucher les 3 feuillets embryogénétiques, l'ectoderme, l'endoderme et le mésoderme, en même temps, on a accès aux différents aires corticales et pour la liaison entre les 2 cerveaux, tout en touchant les 2 corps calleux. Que pensez-vous de cette thérapeutique nouvelle et jeune? Je suis bien en difficulté d'en penser quoi que ce soit parce que je suis profondément incompétente en auriculothérapie, donc j'ai tout à apprendre. Je suis de toute façon curieuse et intéressée par ce que je ne connais pas, mais j'avoue que je suis absolument incapable de vous répondre parce que je n'ai absolument pas de connaissances dans ce champ-là. Oui. Ma question, ce sera pour vous, professeur, c'est pas pour Madame Sophie, on la laisse un peu tranquille. Moi, j'ai la chance d'avoir dans ma famille 3 oncles enseignants. Oui. Que pensez-vous? Parce que depuis longtemps qu'il y avait une matière qui a été enseignée pour les enseignants algériens, le temps où il y avait l'institution de formation d'enseignants, l'école normale, l'ITE, l'Institut de technologie d'enseignement. Il y avait une matière, c'est la pédagogie psychologique ou la psychologie pédagogique. La psychopédagogie, je pense. La psychopédagogie Oui. qu'on n'enseigne plus actuellement aux enseignants. Qu'en pensez-vous? Parce que je pense que le premier à remarquer ce problème dyslexique chez l'enfant, c'est l'enseignant. Bien sûr. Parce que le médecin de l'UDS, il vient 2 fois par an, c'est pas le jour où il vient, peut-être qu'il ne trouvera pas. Que pensez-vous dans ce sens? Ou est-ce que parce que là, il faut faire ces remarques au ministère de l'enseignement supérieur, plutôt d'éducation nationale, pour que cette matière soit enseignée, je pense. Et merci beaucoup. Donc merci à vous pour la question. Justement, moi j'ai soumis ce projet-là, moi je dois passer par ma DSP pour que justement cette proposition soit faite à l'éducation nationale. Je l'ai faite, il est très important de réintégrer ce module-là. Donc j'ai entendu dans la salle quelqu'un qui m'a dit que ça a déjà été fait. Je pense que c'est en projet encore. Ça n'a pas encore été lancé, mais c'est très très important. Parce que c'est les enseignants qui, on va dire, qui doivent dépister, pas poser de diagnostic, mais dépister, donc au moins suspecter, pour pouvoir soumettre l'enfant aux médecins de l'hygiène scolaire, mais même les UDS aussi devraient avoir aussi une formation dans ce sens. Il faut savoir qu'au niveau du service de pédopsie, j'ai fait une étude sur 150 enfants. J'ai pris entre les 6 et 16 ans, adressés par les médecins des UDS. J'ai retrouvé uniquement 4 réels 10, 3 dyslexiques et un dyspraxique. Donc pour dire que vraiment c'est des enfants qui passent inaperçus. Le challenge actuellement dans notre pays, c'est vraiment le dépistage, parce qu'ils passent inaperçus. Et malheureusement, ils tombent dans tout ce qui est dans le danger de nos rues, la délinquance et les addictions par la suite. Parce qu'on se dit c'est des enfants qui ne sont pas intéressés, qui ne sont pas motivés, qui deviennent un petit peu voyous par la suite. Ils sont maltraités parce qu'on pense qu'ils ne s'intéressent pas, parce qu'on les voit tout à fait normaux. Par contre, ceux qui sont dépistés, les autres, donc 150 moins 4, ça fait 146. Les autres, c'était les autistes, les troubles anxieux, les troubles dépressifs, les troubles oppositionnels, tout le panel des pathologies pédopsychiatriques, mais on n'avait pas de troubles disque 4. Donc vous avez vu, c'était des enfants qui étaient orientés pour difficultés scolaires. Mais dans toutes ces difficultés scolaires, il n'y avait que 4, 10. C'est que vraiment, le problème, il est dans le dépistage. Et ils ne viendront jamais directement dans les services de pédopsychiatrie. On ne va pas aller emmener son enfant qui a un problème scolaire
en pédopsie. Donc c'est vraiment... En fait, professeur, c'est également les parents qui refusent ce type de consultation. Ils disent que leurs enfants sont normaux et c'est par rapport à l'âge. Et comme vous avez parlé des enseignants qui ne sont pas vraiment formés et qu'on essaye à l'entrée de la classe, on pose des questions aux enseignants. Qu'est-ce que vous avez comme trouble? Est-ce que vous avez des élèves qui ont des difficultés scolaires, des difficultés d'apprentissage, de prononciation et tout? Vous savez, je pense que quand il y a une maman qui a son enfant qui est en difficulté scolaire, après elle veut avoir des réponses. Elle s'adresse aux professionnels. Je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des médecins des UDS pour sensibiliser à dire la pédopsie, c'est pas la maladie mentale, c'est pas l'asile. Oui. Je pense que c'est ça qu'il faut. Donc nous devons malheureusement clôturer la session et pour passer à la pause café. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci.